La Chartreuse de Parme, partie 8 du livre audio, livre second. Par ses cris continuels, cette république nous empêcherait de jouir de la meilleure des monarchies. Chapitre 14. Pendant que Fabrice était à la chasse de l'amour dans un village voisin de Parme, le fiscal général Rassi, qui ne le savait pas si près de lui, continuait à traiter son affaire comme s'il eût été un libéral. Il feignit de ne pouvoir trouver, ou plutôt intimida les témoins à décharge. Et enfin, après un travail fort savant de près d'une année, et environ 2 mois après le dernier retour de Fabrice à Bologne, un certain vendredi, la marquise Raversi, ivre de joie, dit publiquement dans son salon que, le lendemain, la sentence qui venait d'être rendue depuis 1 heure contre le petit Del Dongo serait présentée à la signature du prince et approuvée par lui. Quelques minutes plus tard, la duchesse sut ce propos de son ennemi. « Il faut que le comte soit bien mal servi par ses agents, se dit-elle. Encore ce matin, il croyait que la sentence ne pouvait être rendue avant 8 jours. Peut-être ne serait-il pas fâché d'éloigner de Parme mon jeune grand vicaire. Mais, ajouta-t-elle en chantant, nous le verrons revenir, et un jour, il sera notre archevêque. La duchesse sonna. « Réunissez tous les domestiques dans la salle d'attente, dit-elle à son valet de chambre, même les cuisiniers. Allez prendre chez le commandant de la place le permis nécessaire pour avoir 4 chevaux de poste, et enfin, qu'avant 1 demi-heure, ces chevaux soient attelés à mon landau. » Toutes les femmes de la maison furent occupées à faire des malles. La duchesse prit à la hâte un habit de voyage, le tout sans rien faire dire au comte. L'idée de se moquer un peu de lui la transportait de joie. « Mes amis, dit-elle aux domestiques rassemblés, j'apprends que mon pauvre neveu va être condamné par contumace pour avoir eu l'audace de défendre sa vie contre un furieux. C'était Giletti qui voulait le tuer. Chacun de vous a pu voir combien le caractère de Fabrice est doux et inoffensif. Justement, indigné de cette injure atroce, je pars pour Florence. Je laisse à chacun de vous ses gages pendant 10 ans. Si vous êtes malheureux, écrivez-moi, et tant que j'aurai un sequin, il y aura quelque chose pour vous. » La duchesse pensait exactement ce qu'elle disait, et, à ces derniers mots, les domestiques fondirent en larmes. Elle aussi avait les yeux humides. Elle ajouta d'une voix émue « Priez Dieu pour moi et pour monseigneur Fabrice del Dongo, premier grand vicaire du diocèse, qui, demain matin, va être condamné aux galères, ou, ce qui serait moins bête, à la peine de mort. » Les larmes des domestiques redoublèrent, et peu à peu se changèrent en cris à peu près séditieux. La duchesse monta dans son carrosse et se fit conduire au palais du prince. Malgré l'heure indue, elle fit solliciter une audience par le général Fontana, aide de camp de service. Elle n'était point en grand habit de cour, ce qui jeta cette aide de camp dans une stupeur profonde. Quant au prince, il ne fut point surpris et encore moins fâché de cette demande d'audience. « Nous allons voir des larmes répandues par de beaux yeux, se dit-il en se frottant les mains. Elle vient demander grâce. Enfin, cette fière beauté va s'humilier. Elle était aussi trop insupportable avec ses petits airs d'indépendance. Ses yeux si parlants semblaient toujours me dire, à la moindre chose qui la choquait, « Naples ou Milan serait un séjour bien autrement aimable que votre petite ville de Parme. À la vérité, je ne règne pas sur Naples ou sur Milan. Mais enfin, cette grande dame vient me demander quelque chose qui dépend de moi uniquement et qu'elle brûle d'obtenir. J'ai toujours pensé que l'arrivée de ce neveu m'en ferait tirer pied ou aile. » Pendant que le prince souriait à ses pensées et se livrait à toutes ses prévisions agréables, il se promenait dans son grand cabinet, à la porte duquel le général Fontana était resté debout et raide comme un soldat au port d'armes. Voyant les yeux brillants du prince et se rappelant l'habit de voyage de la duchesse, il crut à la dissolution de la monarchie. Son ébahissement n'eut plus de bornes quand il entendit le prince lui dire « Priez madame la duchesse d'attendre un petit quart d'heure. » Le général aide de camp fit son demi-tour comme un soldat à la parade. Le prince sourit encore. « Fontana n'est pas accoutumé, se dit-il, à voir attendre cette fière duchesse.
La figure étonnée avec laquelle il va lui parler du petit quart d'heure d'attente préparera le passage aux larmes touchantes que ce cabinet va voir répandre. Ce petit quart d'heure fut délicieux pour le prince. Il se promenait d'un pas ferme et égal, il régnait. Il s'agit ici de ne rien dire qui ne soit parfaitement à sa place. Quels que soient mes sentiments envers la duchesse, il ne faut point oublier que c'est une des plus grandes dames de ma cour. Comment Louis XIV parlait-il aux princesses, ses filles, quand il avait lieu d'en être mécontent ? Et ses yeux s'arrêtèrent sur le portrait du grand roi. Le plaisant de la chose, c'est que le prince ne songea point à se demander s'il ferait grâce à Fabrice, et quelle serait cette grâce. Enfin, au bout de 20 minutes, le fidèle Fontana se présenta de nouveau à la porte, mais sans rien dire. « La duchesse Sanseverina peut entrer !» cria le prince d'un air théâtral. « Les larmes vont commencer, se dit-il, et comme pour se préparer à un tel spectacle, il tira son mouchoir. Jamais la duchesse n'avait été aussi leste et aussi jolie. Elle n'avait pas 25 ans. En voyant son petit pas léger et rapide effleurer à peine les tapis, le pauvre aide-de-camp fut sur le point de perdre tout à fait la raison. « J'ai bien des pardons à demander à votre Altesse sérénissime, dit la duchesse, de sa petite voix légère et gaie. J'ai pris la liberté de me présenter devant elle avec un habit qui n'est pas précisément convenable, mais votre Altesse m'a tellement accoutumée à ses bontés que j'ai osé espérer qu'elle voudrait bien m'accorder encore cette grâce. » La duchesse parlait assez lentement, afin de se donner le temps de jouir de la figure du prince. Elle était délicieuse, à cause de l'étonnement profond et du reste de grands airs que la position de la tête et des bras accusait encore. Le prince était resté comme frappé de la foudre. De sa petite voix aigre et troublée, il s'écriait de temps à autre, en articulant à peine. « Comment ? Comment ?» La duchesse, comme par respect, après avoir fini son compliment, lui laissa tout le temps de répondre, puis elle ajouta. « J'ose espérer que votre Altesse sérénissime daigne me pardonner l'incongruité de mon costume. » Mais, en parlant ainsi, ses yeux moqueurs brillaient d'un si vif éclat que le prince ne put le supporter. Il regarda au plafond, ce qui, chez lui, était le dernier signe du plus extrême embarras. « Comment ? Comment ?» dit-il encore. Puis, il eut le bonheur de trouver une phrase. « Madame la duchesse, asseyez-vous donc. » Il avança lui-même un fauteuil, et avec assez de grâce. La duchesse ne fut point insensible à cette politesse. Elle modéra la pétulance de son regard. « Comment ? Comment ?» répéta encore le prince en s'agitant dans son fauteuil, sur lequel on eût dit qu'il ne pouvait trouver de position solide. « Je vais profiter de la fraîcheur de la nuit pour courir la poste, » reprit la duchesse. « Et, comme mon absence peut être de quelque durée, je n'ai point voulu sortir des états de son Altesse sérénissime sans la remercier de toutes les bontés que depuis 5 années elle a daigné avoir pour moi. » À ces mots, le prince comprit enfin. Il devint pâle. C'était l'homme du monde qui souffrait le plus de se voir trompé dans ses prévisions. Puis il prit un air de grandeur tout à fait digne du portrait de Louis XIV qui était sous ses yeux. « À la bonne heure, se dit la duchesse. Voilà un homme. »« Et quel est le motif de ce départ subit ?» dit le prince, d'un ton assez ferme. « J'avais ce projet depuis longtemps, » répondit la duchesse, « et une petite insulte que l'on fait à Monsignor del Dongo, que demain l'on va condamner à mort ou aux galères, me fait hâter mon départ. »« Et dans quelle ville allez-vous ?»« À Naples, je pense. » Elle ajouta en se levant. « Il ne me reste plus qu'à prendre congé de votre Altesse sérénissime et à la remercier très humblement de ses anciennes bontés. » À son tour, elle partait d'un air si ferme que le prince vit bien que dans 2 secondes tout serait fini. L'éclat du départ ayant eu lieu, il savait que tout arrangement était impossible. Elle n'était pas femme à revenir sur ses démarches. Il courut après elle. « Mais vous savez bien, madame la duchesse, lui dit-il en lui prenant la main, que toujours je vous ai aimée,
et d'une amitié à laquelle il ne tenait qu'à vous de donner un autre nom. Un meurtre a été commis, c'est ce qu'on ne saurait nier. J'ai confié l'instruction du procès à mes meilleurs juges. » À ces mots, la duchesse se releva de toute sa hauteur. Toute apparence de respect et même d'urbanité disparut en un clin d'œil. La femme outragée parut clairement, et la femme outragée s'adressant à un être qu'elle sait de mauvaise foi. Ce fut avec l'expression de la colère la plus vive, et même du mépris, qu'elle dit au prince en pesant sur tous les mots. « Je quitte à jamais les états de votre Altesse Sérénissime, pour ne jamais entendre parler du fiscal Rassi et des autres infâmes assassins qui ont condamné à mort mon neveu et tant d'autres. Si votre Altesse Sérénissime ne veut pas mêler un sentiment d'amertume aux derniers instants que je passe auprès d'un prince poli et spirituel, quand il n'est pas trompé, je la prie très humblement de ne pas me rappeler l'idée de ces juges infâmes qui se vendent pour 1000 écus ou une croix. » L'accent admirable et surtout vrai avec lequel furent prononcées ces paroles fit tressaillir le prince. Il craignit un instant de voir sa dignité compromise par une accusation encore plus directe. Mais au total, sa sensation finit bientôt par être de plaisir. Il admirait la duchesse. L'ensemble de sa personne atteignit en ce moment une beauté sublime. « Grand Dieu, qu'elle est belle !» se dit le prince. « On doit passer quelque chose à une femme unique et telle que peut-être il n'en existe pas une seconde dans toute l'Italie. Eh bien, avec un peu de bonne politique, il ne serait peut-être pas impossible d'en faire un jour ma maîtresse. Il y a loin d'un tel être à cette poupée de marquise Balbi, et qui encore chaque année vole au moins 300 000 francs à mes pauvres sujets. Mais l'ai-je bien entendu, pensa-t-il tout à coup. Elle a dit condamner mon neveu et tant d'autres. Alors la colère surnagea, et ce fut avec une hauteur digne du rang suprême que le prince dit, après un silence. « Et que faudrait-il faire pour que madame ne partît point ?»« Quelque chose dont vous n'êtes pas capable, » répliqua la duchesse avec l'accent de l'ironie la plus amère et du mépris le moins déguisé. Le prince était hors de lui, mais il devait à l'habitude de son métier de souverain absolu la force de résister à un premier mouvement. « Il faut avoir cette femme, se dit-il, c'est ce que je me dois, puis il faut la faire mourir par le mépris. Si elle sort de ce cabinet, je ne la revois jamais. » Mais, ivre de colère et de haine comme il l'était en ce moment, où trouver un mot qui pût satisfaire à la fois à ce qu'il se devait à lui-même et porter la duchesse à ne pas déserter sa cour à l'instant ? « On ne peut, se dit-il, ni répéter, ni tourner en ridicule un geste. » Et il alla se placer entre la duchesse et la porte de son cabinet. Peu après, il entendit gratter à cette porte. « Quel est le Jean Sucre ?» s'écria-t-il en jurant de toute la force de ses poumons. « Quel est le Jean Sucre qui vient ici m'apporter sa sotte présence ?» Le pauvre général Fontana montra sa figure pâle et totalement renversée, et ce fut avec l'air d'un homme à l'agonie qu'il prononça ces mots mal articulés. « Son Excellence le comte Mosca sollicite l'honneur d'être introduit. »« Qu'il entre !» dit le prince en criant. Et comme Mosca saluait, « Eh bien, lui dit-il, voici madame la duchesse Sanseverina qui prétend quitter Parme à l'instant pour aller s'établir à Naples, et qui, par-dessus le marché, me dit des impertinences. »« Comment ?» dit Mosca, pâlissant. « Quoi, vous ne saviez pas ce projet de départ ?»« Pas la première parole. J'ai quitté madame à 6 heures, joyeuse et contente. » Ce mot produisit sur le prince un effet incroyable. D'abord, il regarda Mosca. Sa pâleur croissante lui montra qu'il disait vrai et n'était point complice du coup de tête de la duchesse. « En ce cas, se dit-il, je la perds pour toujours. Plaisir et vengeance, tout s'envole en même temps. À Naples, elle fera des épigrammes avec son neveu Fabrice sur la grande colère du petit prince de Parme. » Il regarda la duchesse. Le plus violent mépris et la colère se disputaient son cœur. Ses yeux étaient fixés en ce moment sur le comte Mosca, et les contours si fins de cette belle bouche exprimaient le dédain le plus amer. Toute cette figure disait
vil courtisan. Ainsi, pensa le prince, après l'avoir examinée, je perds ce moyen de la rappeler en ce pays. Encore en ce moment, si elle sort de ce cabinet, elle est perdue pour moi. Dieu sait ce qu'elle dira de mes juges à Naples. Et avec cet esprit et cette force de persuasion divine que le ciel lui a donnée, elle se fera croire de tout le monde. Je lui devrai la réputation d'un tyran ridicule qui se lève la nuit pour regarder sous son lit. Alors, par une manœuvre adroite, et comme cherchant à se promener pour diminuer son agitation, le prince se plaça de nouveau devant la porte du cabinet. Le comte était à sa droite, à 3 pas de distance, pâle, défait et tellement tremblant qu'il fut obligé de chercher un appui sur le dos du fauteuil que la duchesse avait occupé au commencement de l'audience, et que le prince, dans un mouvement de colère, avait poussé au loin. Le comte était amoureux. Si la duchesse part, je la suis, se disait-il. Mais voudra-t-elle de moi à sa suite ? Voilà la question. À la gauche du prince, la duchesse, debout, les bras croisés et serrés contre la poitrine, le regardait avec une impertinence admirable. Une pâleur complète et profonde avait succédé aux vives couleurs qui naguère animaient cette tête sublime. Le prince, au contraire des 2 autres personnages, avait la figure rouge et l'air inquiet. Sa main gauche jouait d'une façon convulsive avec la croix attachée au grand cordon de son ordre qu'il portait sous l'habit. De la main droite, il se caressait le menton. « Que faut-il faire ?» dit-il au comte, sans trop savoir ce qu'il faisait lui-même, et entraîné par l'habitude de le consulter sur tout. « Je n'en sais rien, en vérité, Altesse sérénissime, répondit le comte de l'air d'un homme qui rend le dernier soupir. Il pouvait à peine prononcer les mots de sa réponse. Le ton de cette voix donna au prince la première consolation que son orgueil blessé eût trouvée dans cette audience, et ce petit bonheur lui fournit une phrase heureuse pour son amour-propre. « Eh bien, dit-il, je suis le plus raisonnable des 3. Je veux bien faire abstraction complète de ma position dans le monde. Je vais parler comme un ami. » Et il ajouta, avec un beau sourire de condescendance bien imité des temps heureux de Louis XIV. « Comme un ami parlant à des amis. Madame la duchesse, ajouta-t-il, que faut-il faire pour vous faire oublier une résolution intempestive ? » « En vérité, je n'en sais rien, » répondit la duchesse avec un grand soupir. « En vérité, je n'en sais rien, tant j'ai Parme en horreur. » Il n'y avait nulle intention d'épigramme dans ce mot, on voyait que la sincérité même parlait par sa bouche. Le comte se tourna vivement de son côté. L'âme du courtisan était scandalisée, puis il adressa au prince un regard suppliant. Avec beaucoup de dignité et de sang-froid, le prince laissa passer un moment, puis, s'adressant au comte, « Je vois, dit-il, que votre charmante amie est tout à fait hors d'elle-même. C'est tout simple, elle adore son neveu. » Et, se tournant vers la duchesse, il ajouta, avec le regard le plus galant et, en même temps, de l'air que l'on prend pour citer le mot d'une comédie. « Que faut-il faire pour plaire à ses beaux yeux ?» La duchesse avait eu le temps de réfléchir. D'un ton ferme et lent, et comme si elle eût dicté son ultimatum, elle répondit. « Son Altesse m'écrirait une lettre gracieuse, comme elle sait si bien les faire. Elle me dirait que, n'étant point convaincue de la culpabilité de Fabrice del Dongo, premier grand vicaire de l'archevêque, elle ne signera point la sentence quand on viendra la lui présenter, et que cette procédure injuste n'aura aucune suite à l'avenir. »« Comment injuste ?» s'écria le prince en rougissant jusqu'au blanc des yeux et reprenant sa colère. « Ce n'est pas tout, » répliqua la duchesse avec une fierté romaine. « Dès ce soir, et, ajouta-t-elle en regardant la pendule, il est déjà 11h15. Dès ce soir, son Altesse Sérénissime enverra dire à la marquise Raversi qu'elle lui conseille d'aller à la campagne pour se délasser des fatigues qu'a dû lui causer un certain procès dont elle parlait dans son salon au commencement de la soirée. » Le duc se promenait dans son cabinet comme un homme furieux. « Vit-on jamais une telle femme ?» s'écriait-il. « Elle me manque de respect. » La duchesse répondit avec une grâce parfaite.
De la vie, je n'ai eu l'idée de manquer de respect à Son Altesse Sérénissime. Son Altesse a eu l'extrême condescendance de dire qu'elle parlait comme un ami à des amis. Je n'ai, du reste, aucune envie de rester à Parme, ajouta-t-elle en regardant le comte avec le dernier mépris. Ce regard décida le prince, jusqu'ici fort incertain, quoique ses paroles eussent semblé annoncer un engagement. Il se moquait fort des paroles. Il y eut encore quelques mots d'échanger, mais enfin, le comte Mosca reçut l'ordre d'écrire le billet gracieux sollicité par la duchesse. Il omit la phrase « Cette procédure injuste n'aura aucune suite à l'avenir ». Il suffit, se dit le comte, que le prince promette de ne point signer la sentence qui lui sera présentée. Le prince le remercia d'un coup d'œil en signant. Le comte eut grand tort. Le prince était fatigué et eut tout signé. Il croyait se bien tirer de la scène, et toute l'affaire était dominée à ses yeux par ces mots « Si la duchesse part, je trouverai ma cour ennuyeuse avant 8 jours ». Le comte remarqua que le maître corrigeait la date et mettait celle du lendemain. Il regarda la pendule, elle marquait près de minuit. Le ministre ne vit dans cette date corrigée que l'envie pédantesque de faire preuve d'exactitude et de bon gouvernement. Quant à l'exil de la marquise Raversi, il ne fit pas un pli. Le prince avait un plaisir particulier à exiler les gens. « Général Fontana !» s'écria-t-il en entr'ouvrant la porte. Le général parut avec une figure tellement étonnée et tellement curieuse qu'il y eut échange d'un regard gai entre la duchesse et le comte, et ce regard fit la paix. « Général Fontana, dit le prince, vous allez monter dans ma voiture qui attend sous la colonnade. Vous irez chez la marquise Raversi. Vous vous ferez annoncer. Si elle est au lit, vous ajouterez que vous venez de ma part, et, arrivé dans sa chambre, vous direz ces précises paroles, et non d'autres. Madame la marquise Raversi, Son Altesse Sérénissime vous engage à partir demain avant 8 heures du matin pour votre château de Véléja. Son Altesse vous fera connaître quand vous pourrez revenir à Parme. » Le prince chercha des yeux ceux de la duchesse, laquelle, sans le remercier comme il s'y attendait, lui fit une révérence extrêmement respectueuse et sortit rapidement. « Quelle femme !» dit le prince en se tournant vers le comte Mosca. Celui-ci, ravi de l'exil de la marquise Raversi, qui facilitait toutes ses actions comme ministre, parla pendant une grosse demi-heure en courtisan consommé. Il voulait consoler l'amour-propre du souverain et ne prit congé que lorsqu'il le vit bien convaincu que l'histoire anecdotique de Louis XIV n'avait pas de page plus belle que celle qu'il venait de fournir à ses historiens futurs. En rentrant chez elle, la duchesse ferma sa porte et dit qu'on n'admit personne, pas même le comte. Elle voulait se trouver seule avec elle-même et voir un peu quelle idée elle devait se former de la scène qui venait d'avoir lieu. Elle avait agi au hasard et pour se faire plaisir au moment même, mais à quelque démarche qu'elle se fût laissée entraîner, elle y eût tenu avec fermeté. Elle ne se fut point blâmée en revenant au sang-froid, encore moins repentie. Tel était le caractère auquel elle devait d'être encore à 36 ans la plus jolie femme de la cour. Elle rêvait en ce moment à ce que Parme pouvait offrir d'agréable, comme elle eût fait au retour d'un long voyage, tant de 9 heures à 11, elle avait cru fermement quitter ce pays pour toujours. Ce pauvre comte a fait une plaisante figure lorsqu'il a connu mon départ en présence du prince. Au fait, c'est un homme aimable et d'un cœur bien rare. Il eût quitté ses ministères pour me suivre. Mais aussi, pendant 5 années entières, il n'a pas eu une distraction à me reprocher. Quelle femme mariée à l'hôtel pourrait en dire autant à leur seigneur et maître? Il faut convenir qu'il n'est point important, point pédant. Il ne donne nullement l'envie de le tromper. Devant moi, il semble toujours avoir honte de sa puissance. Il faisait une drôle de figure en présence de son seigneur et maître. S'il était là, je l'embrasserais. Mais pour rien au monde, je ne me changerais d'amuser un ministre qui a perdu son portefeuille. C'est une maladie dont on ne guérit qu'à la mort, et qui fait mourir. Quel malheur ce serait d'être ministre jeune. Il faut que je le lui écrive. C'est une de ces choses qu'il doit savoir officiellement avant de se brouiller avec son prince. Mais j'oubliais mes bons domestiques. La duchesse sonna. Ses femmes étaient toujours occupées à faire des malles. La voiture était avancée sous le portique et on la chargeait.
Tous les domestiques qui n'avaient pas de travail à faire entouraient cette voiture, les larmes aux yeux. La Shekinah, qui dans les grandes occasions entrait seule chez la duchesse, lui apprit tous ces détails. « Faites-les monter, dit la duchesse. Un instant après, elle passa dans la salle d'attente. « On m'a promis, leur dit-elle, que la sentence contre mon neveu ne serait pas signée par le souverain. C'est ainsi qu'on parle en Italie. Je suspends mon départ. Nous verrons si mes ennemis auront le crédit de faire changer cette résolution. » Après un petit silence, les domestiques se mirent à crier « Vive Madame la Duchesse !» et applaudirent avec fureur. La duchesse, qui était déjà dans la pièce voisine, reparut comme une actrice applaudie, fit une petite révérence pleine de grâce à ses gens et leur dit « Mes amis, je vous remercie. » Si elle eût dit un mot, tous en ce moment eussent marché contre le palais pour l'attaquer. Elle fit un signe à un postillon, ancien contrebandier et homme dévoué, qui la suivit. « Tu vas t'habiller en paysan aisé, tu sortiras de Parme comme tu pourras. Tu loueras une sédiola et tu iras aussi vite que possible à Bologne. Tu entreras à Bologne en promeneur et par la porte de Florence, et tu remettras à Fabrice, qui est au Pellegrino, un paquet que Shekinah va te donner. Fabrice se cache et s'appelle là-bas Monsieur Joseph Bossy. Ne va pas le trahir par étourderie, n'aie pas l'air de le connaître. Mes ennemis mettront peut-être des espions à tes trousses. Fabrice te renverra ici au bout de quelques heures ou de quelques jours. Et c'est surtout en revenant qu'il faut redoubler de précautions pour ne pas le trahir. »« Ah, les gens de la marquise Raversi !» s'écria le postillon. « Nous les attendons, et si madame voulait, ils seraient bientôt exterminés. »« Un jour, peut-être, mais gardez-vous sur votre tête de rien faire sans mon ordre. » C'était la copie du billet du prince que la duchesse voulait envoyer à Fabrice. Elle ne put résister au plaisir de l'amuser et ajouta un mot sur la scène qui avait amené le billet. Ce mot devint une lettre de 10 pages. Elle fit rappeler le postillon. « Tu ne peux partir, lui dit-elle, qu'à 4 heures, à porte ouvrante. »« Je comptais passer par le grand égout. J'aurai de l'eau jusqu'au menton, mais je passerai. »« Non, dit la duchesse, je ne veux pas exposer à prendre la fièvre un de mes plus fidèles serviteurs. Connais-tu quelqu'un chez monseigneur l'archevêque ? » ?»« Le second cocher est mon ami. »« Voici une lettre pour ce saint prélat. Introduis-toi sans bruit dans son palais. Fais-toi conduire chez le valet de chambre. Je ne voudrais pas qu'on réveillât monseigneur. S'il est déjà renfermé dans sa chambre, passe la nuit dans le palais, et, comme il est dans l'usage de se lever avec le jour, demain matin, à 4 heures, fais-toi annoncer de ma part. Demande sa bénédiction au saint archevêque, remets-lui le paquet que voici, et prends les lettres qu'il te donnera peut-être pour Bologne. » La duchesse adressait à l'archevêque l'original même du billet du prince. Comme ce billet était relatif à son premier grand vicaire, elle le priait de le déposer aux archives de l'archevêché, où elle espérait que messieurs les grands vicaires et les chanoines, collègues de son neveu, voudraient bien en prendre connaissance. Le tout sous la condition du plus profond secret. La duchesse écrivait à monseigneur Landriani avec une familiarité qui devait charmer ce bon bourgeois. La signature seule avait 3 lignes. La lettre, fort amicale, était suivie de ces mots « Angelina Cornelia Isola Valsera del Dongo, duchesse Sanseverina. »« Je n'en ai pas tant écrit, je pense, » se dit la duchesse en riant, « depuis mon contrat de mariage avec le pauvre duc. Mais on ne mène ces gens-là que par ces choses, et aux yeux des bourgeois, la caricature fait beauté. » Elle ne put pas finir la soirée sans céder à la tentation d'écrire une lettre de persiflage au pauvre comte. Elle lui annonçait officiellement, pour sa gouverne, disait-elle, dans ses rapports avec les têtes couronnées, qu'elle ne se sentait pas capable d'amuser un ministre disgracié. « Le prince vous fait peur. Quand vous ne pourrez plus le voir, ce serait donc à moi, à vous faire peur ?» Elle fit porter sur le champ cette lettre. De son côté, le lendemain, dès 7 heures du matin, le prince manda le comte Zurla, ministre de l'Intérieur. « De nouveau, lui dit-il, donnez les ordres les plus sévères à tous les podestats pour qu'ils fassent arrêter le sieur Fabrice del Dongo. On nous annonce que, peut-être, il osera reparaître dans nos États. Ce fugitif se trouvant à Bologne,
où il semble braver les poursuites de nos tribunaux, placez des sbires qui le connaissent personnellement. 1 dans les villages sur la route de Bologne à Parme, 2 aux environs du château de la duchesse Sanseverina à Sacca et de sa maison de Castelnovo. 3 autour du château du comte Mosca. J'ose espérer de votre haute sagesse, monsieur le comte, que vous saurez dérober la connaissance de ces ordres de votre souverain à la pénétration du comte Mosca. Sachez que je veux que l'on arrête le sieur Fabrice del Dongo. » Dès que ce ministre fut sorti, une porte secrète introduisit chez le prince le fiscal général Rassi, qui s'avança plié en deux et saluant à chaque pas. La mine de ce coquin-là était à peindre. Elle rendait justice à toute l'infamie de son rôle, et, tandis que les mouvements rapides et désordonnés de ses yeux trahissaient la connaissance qu'il avait de ses mérites, l'assurance arrogante et grimaçante de sa bouche montrait qu'il savait lutter contre le mépris. Comme ce personnage va prendre une assez grande influence sur la destinée de Fabrice, on peut en dire un mot. Il était grand, il avait de beaux yeux fort intelligents, mais un visage abîmé par la petite vérole. Pour de l'esprit, il en avait, et beaucoup, et du plus fin. On lui accordait de posséder parfaitement la science du droit, mais c'était surtout par l'esprit de ressources qu'il brillait. De quelque sens que pût se présenter une affaire, il trouvait facilement, et en peu d'instants, les moyens fort bien fondés en droit d'arriver à une condamnation ou à un acquittement. Il était surtout le roi des finesses de procureur. À cet homme, que de grandes monarchies eussent envié au prince de Parme, on ne connaissait qu'une passion, être en conversation intime avec de grands personnages et leur plaire par des bouffonneries. Peu lui importait que l'homme puissant rît de ce qu'il disait ou de sa propre personne, ou fît des plaisanteries révoltantes sur madame Rassi. Pourvu qu'il le vît rire et qu'on le traitât avec familiarité, il était content. Quelquefois, le prince, ne sachant plus comment abuser de la dignité de ce grand juge, lui donnait des coups de pied. Si les coups de pied lui faisaient mal, il se mettait à pleurer. Mais l'instinct de bouffonnerie était si puissant chez lui qu'on le voyait tous les jours préférer le salon d'un ministre qui le bafouait à son propre salon où il régnait despotiquement sur toutes les robes noires du pays. Le Rassi s'était surtout fait une position à part, en ce qu'il était impossible au noble le plus insolent de pouvoir l'humilier. Sa façon de se venger des injures qu'il essuyait toute la journée était de les raconter au prince, auquel il s'était acquis le privilège de tout dire. Il est vrai que souvent la réponse était un soufflet bien appliqué et qui faisait mal, mais il ne s'en formalisait aucunement. La présence de ce grand juge distrayait le prince dans ses moments de mauvaise humeur, alors il s'amusait à l'outrager. On voit que Rassi était à peu près l'homme parfait à la cour, sans honneur et sans humeur. « Il faut du secret avant tout !» lui cria le prince sans le saluer, et le traitant tout à fait comme un cuistre, lui qui était si poli avec tout le monde. « De quand votre sentence est-elle datée ?»« Altesse sérénissime, d'hier matin. »« De combien de juges est-elle signée ?»« De tous les 5. »« Et la peine ?»« 20 ans de forteresse, comme votre Altesse sérénissime me l'avait dit. » La peine de mort eût révolté, dit le prince comme se parlant à soi-même. C'est dommage. Quel effet sur cette femme? Mais c'est un Del Dongo, et ce nom est révéré dans Parme, à cause des 3 archevêques presque successifs. Vous me dites 20 ans de forteresse. Oui, Altesse sérénissime, reprit le fiscal Rassi, toujours debout et plié en deux, avec au préalable excuse publique devant le portrait de son Altesse sérénissime. De plus, jeûne au pain et à l'eau tous les vendredis et toutes les veilles des fêtes principales, le sujet étant d'une impiété notoire. Ceci pour l'avenir et pour casser le cou à sa fortune. « Écrivez, dit le prince. Son Altesse sérénissime, ayant daigné écouter avec bonté les très humbles supplications de la marquise del Dongo, mère du coupable, et de la duchesse Sanseverina, sa tante, lesquels ont représenté qu'à l'époque du crime, leurs fils et neveux étaient fort jeunes et d'ailleurs égarés par une folle passion conçue pour la femme du malheureux Giletti, a bien voulu, malgré l'horreur inspirée par un tel meurtre, commuer la peine à laquelle Fabrice del Dongo
a été condamné en celle de 12 années de forteresse. Donnez que je signe. Le prince signa et data de la veille. Puis, rendant la sentence à Rassi, il lui dit « Écrivez immédiatement au-dessous de ma signature. » La duchesse Sanseverina s'étant derechef jetée aux genoux de son Altesse, le prince a permis que tous les jeudis, le coupable ait une heure de promenade sur la plate-forme de la tour carrée, vulgairement appelée tour Farnèse. « Signez cela, dit le prince, et surtout bouche close, quoi que vous puissiez entendre annoncer par la ville. Vous direz au conseiller de Capitanie, qui a voté pour 2 ans de forteresse et qui a même péroré en faveur de cette opinion ridicule, que je l'engage à relire les lois et règlements. Derechef, silence et bonsoir. » Le fiscal Rassi fit, avec beaucoup de lenteur, 3 profondes révérences que le prince ne regarda pas. Ceci se passait à 7 heures du matin. Quelques heures plus tard, la nouvelle de l'exil de la marquise Raversi se répandait dans la ville et dans les cafés. Tout le monde parlait à la fois de ce grand événement. L'exil de la marquise chassa pour quelque temps de Parme cet implacable ennemi des petites villes et des petites cours, l'ennui. Le général Fabio Conti, qui s'était cru ministre, prétexta une attaque de goutte et pendant plusieurs jours ne sortit point de sa forteresse. La bourgeoisie et par suite le petit peuple conclurent, de ce qui se passait, qu'il était clair que le prince avait résolu de donner l'archevêché de Parme à Monsignor del Dongo. Les fins politiques de Café allèrent même jusqu'à prétendre qu'on avait engagé le père Landriani, l'archevêque actuel, à feindre une maladie et à présenter sa démission. On lui accorderait une grosse pension sur la ferme du tabac, ils en étaient sûrs. Ce bruit vint jusqu'à l'archevêque, qui s'en alarma fort, et pendant quelques jours, son zèle pour notre héros en fut grandement paralysé. 2 mois après, cette belle nouvelle se trouvait dans les journaux de Paris, avec ce petit changement que c'était le comte de Mosca, neveu de la duchesse de Sanseverina, qui allait être fait archevêque. La marquise Raversi était furibonde dans son château de Véléja. Ce n'était point une femmelette, de celles qui croient se venger en lançant des propos outrageants contre leurs ennemis. Dès le lendemain de sa disgrâce, le chevalier Riscara et 3 autres de ses amis se présentèrent au prince par son ordre et lui demandèrent la permission d'aller le voir à son château. L'Altesse reçut ces messieurs avec une grâce parfaite, et leur arrivée à Véléja fut une grande consolation pour la marquise. Avant la fin de la seconde semaine, elle avait 30 personnes dans son château, tous ceux que le ministère libéral devait porter aux places. Chaque soir, la marquise tenait un conseil régulier avec les mieux informés de ses amis. Un jour qu'elle avait reçu beaucoup de lettres de Parme et de Bologne, elle se retira de bonne heure. La femme de chambre favorite introduisit d'abord l'amant régnant, le comte Baldi, jeune homme d'une admirable figure et fort insignifiant. Et plus tard, le chevalier Riscara, son prédécesseur. Celui-ci était un petit homme noir au physique et au moral, qui, ayant commencé par être répétiteur de géométrie au collège des nobles à Parme, se voyait maintenant conseiller d'État et chevalier de plusieurs ordres. « J'ai la bonne habitude, dit la marquise à ces 2 hommes, de ne détruire jamais aucun papier, et bien m'en prend. Voici 9 lettres que la Sanseverina m'a écrites en différentes occasions. Vous allez partir tous les 2 pour Gênes. Vous chercherez parmi les galériens un ex-notaire nommé Burati, comme le grand poète de Venise, ou Durati. Vous, comte Baldi, placez-vous à mon bureau et écrivez ce que je vais vous dicter. Une idée me vient, et je t'écris ce mot. Je vais à ma chaumière près de Castelnovo. Si tu veux venir, passer 12 heures avec moi, je serai bien heureuse. Il n'y a, ce me semble, pas grand danger après ce qui vient de se passer. Les nuages s'éclaircissent. Cependant, arrête-toi avant d'entrer dans Castelnovo. Tu trouveras sur la route un de mes gens. Ils t'aiment tous à la folie. Tu garderas, bien entendu, le nom de Bossi pour ce petit voyage. On dit que tu as de la barbe, comme le plus admirable capucin, et l'on ne t'a vu à Parme qu'avec la figure décente d'un grand vicaire. Comprends-tu, Riscara ? Parfaitement. Mais le voyage à Gênes est un luxe inutile.
Je connais un homme dans Parme qui, à la vérité, n'est pas encore aux galères, mais qui ne peut manquer d'y arriver. Il contrefera admirablement l'écriture de la Sainte Severina. » À ces mots, le comte Baldi ouvrit démesurément ses yeux si beaux. Il comprenait seulement. « Si tu connais ce digne personnage de Parme, pour lequel tu espères de l'avancement, dit la marquise à Riscara, apparemment qu'il te connaît aussi. Sa maîtresse, son confesseur, son ami peuvent être vendus à la Sainte Severina. J'aime mieux différer cette petite plaisanterie de quelques jours et ne m'exposer à aucun hasard. Partez dans 2 heures, comme de bons petits agneaux. Ne voyez âme qui vive à Gênes, et revenez bien vite. » Le chevalier Riscara s'enfuit en riant et parlant du nez comme Polichinelle. « Il faut préparer les paquets, disait-il en courant d'une façon burlesque. Il voulait laisser Baldi seul avec la dame. 5 jours après, Riscara ramena à la marquise son comte Baldi tout écorché. Pour abréger de 6 lieues, on lui avait fait passer une montagne à dos de mulet. Il jurait qu'on ne le reprendrait plus à faire de grands voyages. Baldi remit à la marquise 3 exemplaires de la lettre qu'elle lui avait dictée et 5 ou 6 autres lettres de la même écriture composées par Riscara et dont on pourrait peut-être tirer parti par la suite. L'une de ces lettres contenait de fort jolies plaisanteries sur les pleurs que le prince avait la nuit et sur la déplorable maigreur de la marquise Baldi, sa maîtresse, laquelle laissait, dit-on, la marque d'une pincette sur le coussin des bergères après s'y être assise un instant. On eût juré que toutes ces lettres étaient écrites de la main de madame Sanseverina. « Maintenant je sais, à n'en pas douter, dit la marquise, que l'ami du cœur, que le Fabrice est à Bologne, ou dans les environs. »« Je suis trop malade, s'écria le comte Baldi en l'interrompant. Je demande en grâce d'être dispensé de ce second voyage, ou du moins, je voudrais obtenir quelques jours de repos pour remettre ma santé. »« Je vais plaider votre cause, dit Riscara. Il se leva et parla bas à la marquise. « Eh bien, soit, j'y consens, répondit-elle en souriant. « Rassurez-vous, vous ne partirez point, dit la marquise à Baldi d'un air assez dédaigneux. « Merci, s'écria celui-ci avec l'accent du cœur. En effet, Riscara monta seul en chaise de poste. Il était à peine à Bologne depuis 2 jours lorsqu'il aperçut dans une calèche Fabrice et la petite Marietta. « Diable, se dit-il, il paraît que notre futur archevêque ne se gêne point. Il faudra faire connaître ceci à la duchesse, qui en sera charmée. » Riscara n'eut que la peine de suivre Fabrice pour savoir son logement. Le lendemain matin, celui-ci reçut par un courrier la lettre de fabrique génoise. Il la trouva un peu courte, mais du reste n'eut aucun soupçon. L'idée de revoir la duchesse et le comte le rendit fou de bonheur, et quoi que pût dire Ludovic, il prit un cheval à la poste et partit au galop. Sans s'en douter, il était suivi à peu de distance par le chevalier Riscara, qui, en arrivant, à 6 lieues de Parme, à la poste avant Castelnovo, eut le plaisir de voir un grand attroupement dans la place devant la prison du lieu. On venait d'y conduire notre héros, reconnu à la poste, comme il changeait de cheval, par 2 sbires choisis et envoyés par le comte Zurla. Les petits yeux du chevalier Riscara brillèrent de joie. Il vérifia avec une patience exemplaire tout ce qui venait d'arriver dans ce petit village, puis expédia un courrier à la marquise Raversi. Après quoi, courant les rues comme pour voir l'église fort curieuse, et ensuite pour chercher un tableau du Parmesan qu'on lui avait dit exister dans le pays, il rencontra enfin le podestat qui s'empressa de rendre ses hommages à un conseiller d'État. Riscara eut l'air étonné qu'il n'eût pas envoyé sur le champ à la citadelle de Parme le conspirateur qu'il avait eu le bonheur de faire arrêter. « On pourrait craindre, ajouta Riscara d'un air froid, que ses nombreux amis qui le cherchaient avant-hier pour favoriser son passage à travers les États de son Altesse Sérénissime ne rencontrent les gendarmes. Ces rebelles étaient bien 12 ou 15 à cheval. »« Intelligenti poca » s'écria le podestat d'un air malin. Chapitre 15. 2 heures plus tard, le pauvre Fabrice, garni de menottes et attaché par une longue chaîne à la sédiola, même dans laquelle on l'avait fait monter, partait pour la citadelle de Parme, escorté par 8 gendarmes. Ceux-ci avaient l'ordre d'emmener avec eux
tous les gendarmes stationnés dans les villages que le cortège devait traverser. Le podestat lui-même suivait ce prisonnier d'importance. Sur les 7 heures après-midi, la Sediola, escortée par tous les gamins de Parme et par 30 gendarmes, traversa la belle promenade, passa devant le petit palais qu'habitait la Fausta quelques mois auparavant, et enfin se présenta à la porte extérieure de la citadelle à l'instant où le général Fabio Conti et sa fille allaient sortir. La voiture du gouverneur s'arrêta avant d'arriver au pont-levis pour laisser entrer la Sediola à laquelle Fabrice était attaché. Le général cria aussitôt que l'on ferma les portes de la citadelle et se hâta de descendre au bureau d'entrée pour voir un peu ce dont il s'agissait. Il ne fut pas peu surpris quand il reconnut le prisonnier, lequel était devenu tout raide, attaché à sa Sediola pendant une aussi longue route. 4 gendarmes l'avaient enlevé et le portaient au bureau d'écrou. « J'ai donc en mon pouvoir, se dit le vaniteux gouverneur, ce fameux Fabrice del Dongo, dont on dirait que depuis près d'1 an, la haute société de Parme a juré de s'occuper exclusivement. 20 fois le général l'avait rencontré à la cour, chez la duchesse et ailleurs. Mais il se garda bien de témoigner qu'il le connaissait. Il eut craint de se compromettre. « Que l'on dresse, cria-t-il au commis de la prison, un procès-verbal fort circonstancié de la remise qui m'est faite du prisonnier par le digne podestat de Castelnovo. » Barbone, le commis, personnage terrible par le volume de sa barbe et sa tournure martiale, prit un air plus important que de coutume. On eût dit un geôlier allemand. Croyant savoir que c'était surtout la duchesse Sanseverina qui avait empêché son maître, le gouverneur, de devenir ministre de la guerre, il fut d'une insolence plus qu'ordinaire envers le prisonnier. Il lui adressait la parole en l'appelant « voi », ce qui est en italien la façon de parler aux domestiques. « Je suis prélat de la Sainte Église romaine, » lui dit Fabrice, avec fermeté, « et grand vicaire de ce diocèse. Ma naissance seule me donne droit aux égards. »« Je n'en sais rien, » répliqua le commis avec impertinence. « Prouvez vos assertions en exhibant les brevets qui vous donnent droit à ces titres fort respectables. » Fabrice n'avait point de brevet et ne répondit pas. Le général Fabio Conti, debout à côté de son commis, le regardait écrire sans lever les yeux sur le prisonnier afin de n'être pas obligé de dire qu'il était réellement Fabrice del Dongo. Tout à coup, Clélia Conti, qui attendait en voiture, entendit un tapage effroyable dans le corps de garde. Le commis Barbone, faisant une irruption insolente et fort longue de la personne du prisonnier, lui ordonna d'ouvrir ses vêtements afin que l'on pût vérifier et constater le nombre et l'état des égratignures reçues lors de l'affaire Giletti. « Je ne puis, dit Fabrice souriant amèrement. Je me trouve hors d'état d'obéir aux ordres de monsieur. Les menottes m'en empêchent. »« Quoi ?» s'écria le général d'un air naïf. « Le prisonnier a des menottes. Dans l'intérieur de la forteresse. Cela est contre les règlements. Il faut un ordre ad hoc. Ôtez-lui les menottes. » Fabrice le regarda. « Voilà un plaisant jésuite, » pensa-t-il. « Il y a 1 heure qu'il me voit ces menottes qui me gênent horriblement, et il fait l'étonné. » Les menottes furent ôtées par les gendarmes. Ils venaient d'apprendre que Fabrice était neveu de la duchesse Sanseverina et se hâtèrent de lui montrer une politesse mielleuse qui faisait contraste avec la grossièreté du commis. Celui-ci en parut piqué et dit à Fabrice, qui restait immobile, « Allons donc, dépêchons. Montrez-nous ces égratignures que vous avez reçues du pauvre Giletti lors de l'assassinat. » D'un saut, Fabrice s'élança sur le commis et lui donna un soufflet tel que le Barbone tomba de sa chaise sur les jambes du général. Les gendarmes s'emparèrent des bras de Fabrice qui restait immobile. Le général lui-même et 2 gendarmes qui étaient à ses côtés se hâtèrent de relever le commis dont la figure saignait abondamment.
2 gendarmes plus éloignés coururent fermer la porte du bureau dans l'idée que le prisonnier cherchait à s'évader. Le brigadier qui les commandait pensa que le jeune Del Dongo ne pouvait pas tenter une fuite bien sérieuse, puisqu'enfin il se trouvait dans l'intérieur de la citadelle. Toutefois, il s'approcha de la fenêtre pour empêcher le désordre, et par un instinct de gendarme. Vis-à-vis de cette fenêtre ouverte, et à 2 pas, se trouvait arrêtée la voiture du général. Clélia s'était blottie dans le fond, afin de ne pas être témoin de la triste scène qui se passait au bureau. Lorsqu'elle entendit tout ce bruit, elle regarda. « Que se passe-t-il » dit-elle au brigadier. « Mademoiselle, c'est le jeune Fabrice Del Dongo qui vient d'appliquer un fier soufflet à cet insolent de Barbonne. »« Quoi ? C'est monsieur Del Dongo qu'on amène en prison ?»« Eh, sans doute, » dit le brigadier. « C'est à cause de la haute naissance de ce pauvre jeune homme que l'on fait tant de cérémonies. Je croyais que mademoiselle était au fait. » Clélia ne quitta plus la portière. Quand les gendarmes qui entouraient la table s'écartaient un peu, elle apercevait le prisonnier. « Qui m'eût dit, pensait-elle, que je le reverrais pour la première fois dans cette triste situation, quand je le rencontrais sur la route du lac de Caume. Il me donna la main pour monter dans le carrosse de sa mère. Il se trouvait déjà avec la duchesse. Leurs amours avaient-ils commencé à cette époque ? Il faut apprendre au lecteur que dans le parti libéral dirigé par la marquise Raversi et le général Conti, on affectait de ne pas douter de la tendre liaison qui devait exister entre Fabrice et la duchesse. Le comte Mosca, qu'on abhorrait, était pour sa duperie l'objet d'éternelles plaisanteries. Ainsi, pensa Clélia, le voilà prisonnier, et prisonnier de ses ennemis, car au fond, le comte Mosca, quand on voudrait le croire un ange, va se trouver ravi de cette capture. Un accès de gros rire éclata dans le corps de garde. « Jacopo, dit-elle au brigadier d'une voix émue, que se passe-t-il donc ? Le général a demandé avec vigueur au prisonnier pourquoi il avait frappé Barbonne. Monsignor Fabrice a répondu froidement « Il m'a appelé assassin, qu'il montre les titres et brevets qui l'autorisent à me donner ce titre. » Et l'on rit. Un geôlier qui savait écrire remplaça Barbonne. Clélia vit sortir celui-ci qui essuyait avec son mouchoir le sang qui coulait en abondance de son affreuse figure. Il jurait comme un païen. « Seuf, Fabrice, disait-il à très haute voix, ne mourra jamais que de ma main. Je volerai le bourreau, etc. » Il s'était arrêté entre la fenêtre du bureau et la voiture du général pour regarder Fabrice, et ses jurements redoublaient. « Passez votre chemin, lui dit le brigadier. On ne jure point ainsi devant mademoiselle. » Barbonne leva la tête pour regarder dans la voiture. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clélia, à laquelle un cri d'horreur échappa. Jamais elle n'avait vu d'aussi près une expression de figure tellement atroce. « Il tuera Fabrice, se dit-elle. Il faut que je prévienne Don Césarée. » C'était son oncle, l'un des prêtres les plus respectables de la ville. Le général Conti, son frère, lui avait fait avoir la place d'économe et de premier aumônier de la prison. Le général remonta en voiture. « Veux-tu rentrer chez toi ?» dit-il à sa fille. « Ou m'attendre peut-être longtemps dans la cour du palais. Il faut que j'aille rendre compte de tout ceci au souverain. » Fabrice sortait du bureau escorté par 3 gendarmes. On le conduisait à la chambre qu'on lui avait destinée. Clélia regardait par la portière. Le prisonnier était fort près d'elle. En ce moment, elle répondit à la question de son père par ces mots. « Je vous suivrai. » Fabrice, entendant prononcer ces paroles tout près de lui, leva les yeux et rencontra le regard de la jeune fille. Il fut frappé surtout de l'expression de mélancolie de sa figure. « Comme elle est embellie, pensa-t-il, depuis notre rencontre près de Caume. Quelle expression de pensée profonde! On a raison de la comparer à la duchesse. Quelle physionomie angélique! Barbonne, le commis sanglant, qui ne s'était pas placé près de la voiture sans intention, arrêta d'un geste les 3 gendarmes qui conduisaient Fabrice. Et, faisant le tour de la voiture par derrière,
pour arriver à la portière près de laquelle était le général. « Comme le prisonnier a fait acte de violence dans l'intérieur de la citadelle, lui dit-il, en vertu de l'article 157 du règlement, n'y aurait-il pas lieu de lui appliquer les menottes pour 3 jours ?»« Allez au diable !» s'écria le général, que cette arrestation ne laissait pas d'embarrasser. Il s'agissait pour lui de ne pousser à bout ni la duchesse ni le comte Mosca. Et d'ailleurs, dans quel sens le comte allait-il prendre cette affaire ? Au fond, le meurtre d'Angiletti était une bagatelle, et l'intrigue seule était parvenue à en faire quelque chose. Durant ce court dialogue, Fabrice était superbe au milieu de ses gendarmes. C'était bien la mine la plus fière et la plus noble. Ses traits fins et délicats, et le sourire de mépris qui errait sur ses lèvres, faisaient un charmant contraste avec les apparences grossières des gendarmes qui l'entouraient. Mais tout cela ne formait, pour ainsi dire, que la partie extérieure de sa physionomie. Il était ravi de la céleste beauté de Clélia, et son œil trahissait toute sa surprise. Elle, profondément pensive, n'avait pas songé à retirer la tête de la portière. Il la salua avec le demi-sourire le plus respectueux, puis, après un instant, « Il me semble, mademoiselle, lui dit-il, qu'autrefois, près d'un lac, j'ai déjà eu l'honneur de vous rencontrer avec accompagnement de gendarmes. » Clélia rougit et fut tellement interdite qu'elle ne trouva aucune parole pour répondre. « Quel air noble au milieu de ces êtres grossiers !» se disait-elle au moment où Fabrice lui adressa la parole. La profonde pitié, et nous dirons presque l'attendrissement où elle était plongée, lui ôtèrent la présence d'esprit nécessaire pour trouver un mot quelconque. Elle s'aperçut de son silence et rougit encore davantage. En ce moment, on tirait avec violence les verrous de la grande porte de la citadelle. La voiture de son Excellence n'attendait-elle pas depuis 1 minute au moins ? Le bruit fut si violent sous cette voûte que, quand même Clélia aurait trouvé quelques mots pour répondre, Fabrice n'aurait pu entendre ses paroles. Emportée par les chevaux qui avaient pris le galop aussitôt après le pont-levis, Clélia se disait « Il m'aura trouvé bien ridicule ». Puis, tout à coup, elle ajouta « Non, pas seulement ridicule, il aura cru voir en moi une âme basse. Il aura pensé que je ne répondais pas à son salut parce qu'il est prisonnier, et moi, fille du gouverneur. » Cette idée fut du désespoir pour cette jeune fille qui avait l'âme élevée. « Ce qui rend mon procédé tout à fait avilissant, ajouta-t-elle, c'est que jadis, quand nous nous rencontrâmes pour la première fois, aussi avec accompagnement de gendarmes, comme il le dit, c'était moi qui me trouvais prisonnière, et lui me rendait service et me tirait d'un fort grand embarras. Oui, il faut en convenir, mon procédé est complet. C'est à la fois de la grossièreté et de l'ingratitude. Hélas, le pauvre jeune homme, maintenant qu'il est dans le malheur, tout le monde va se montrer ingrat envers lui. Il m'avait bien dit alors, vous souviendrez-vous de mon nom à Parme ? Combien il me méprise à l'heure qu'il est ? Un mot poli était si facile à dire. Il faut l'avouer, oui, ma conduite a été atroce avec lui. Jadis, sans l'offre généreuse de la voiture de sa mère, j'aurais dû suivre les gendarmes à pied dans la poussière, ou, ce qui est bien pis, monter en croupe derrière un de ces gens-là. C'était alors mon père qui était arrêté, et moi sans défense. Oui, mon procédé est complet. Et combien un être comme lui a dû le sentir vivement ? Quel contraste entre sa physionomie si noble et mon procédé ! Quelle noblesse, quelle sérénité ! Comme il avait l'air d'un héros entouré de ses vils ennemis. Je comprends maintenant la passion de la duchesse. Puisqu'il est ainsi au milieu d'un événement contrariant et qui peut avoir des suites affreuses, quel ne doit-il pas paraître lorsque son âme est heureuse ? Le carrosse du gouverneur de la citadelle resta plus d'1 heure et demie dans la cour du palais, et toutefois, lorsque le général descendit de chez le prince, Clélia ne trouva point qu'il y fût resté trop longtemps. « Quelle est la volonté de son Altesse ?» demanda Clélia. Sa parole a dit « la prison » et son regard « la mort ». « La mort ? Grand Dieu !» s'écria Clélia. « Allons, tais-toi !» reprit le général avec humeur. « Que je suis sot de répondre à un enfant. »
Pendant ce temps, Fabrice montait les 380 marches qui conduisaient à la tour Farnèse, nouvelle prison bâtie sur la plate-forme de la grosse tour à une élévation prodigieuse. Il ne songea pas une seule fois, distinctement du moins, au grand changement qui venait de s'opérer dans son sort. « Quel regard !» se disait-il. « Que de choses il exprimait ! Quelle profonde pitié ! Elle avait l'air de dire « La vie est un tel tissu de malheurs. Ne vous affligez point trop de ce qui vous arrive. Est-ce que nous ne sommes point ici-bas pour être infortunés ? Comme ces yeux si beaux restaient attachés sur moi, même quand les chevaux s'avançaient avec tant de bruit sous la voûte. » Fabrice oubliait complètement d'être malheureux. Clélia suivit son père dans plusieurs salons. Au commencement de la soirée, personne ne savait encore la nouvelle de l'arrestation du grand coupable, car ce fut le nom que les courtisans donnèrent 2 heures plus tard à ce pauvre jeune homme imprudent. On remarqua ce soir-là plus d'animation que de coutume dans la figure de Clélia. Or, l'animation, l'air de prendre part à ce qui l'environnait, était surtout ce qui manquait à cette belle personne. Quand on comparait sa beauté à celle de la duchesse, c'était surtout cet air de n'être ému par rien, cette façon d'être comme au-dessus de toutes choses, qui faisait pencher la balance en faveur de sa rivale. En Angleterre, en France, pays de vanité, on eût été probablement d'un avis tout opposé. Clélia Conti était une jeune fille encore un peu trop svelte, que l'on pouvait comparer aux belles figures du guide. Nous ne dissimulerons point que, suivant les données de la beauté grecque, on eût pu reprocher à cette tête des traits un peu marqués. Par exemple, les lèvres remplies de la grâce la plus touchante étaient un peu fortes. L'admirable singularité de cette figure dans laquelle éclataient les grâces naïves et l'empreinte céleste de l'âme la plus noble, c'est que, bien que de la plus rare et de la plus singulière beauté, elle ne ressemblait en aucune façon aux têtes de statues grecques. La duchesse avait au contraire un peu trop de la beauté connue de l'idéal, et sa tête, vraiment lombarde, rappelait le sourire voluptueux et la tendre mélancolie des belles Hérodiades de Léonard de Vinci. Autant la duchesse était sémillante, pétillante d'esprit et de malice, s'attachant avec passion, si l'on peut parler ainsi, à tous les sujets que le courant de la conversation amenait devant les yeux de son âme, autant Clélia se montrait calme et lente à s'émouvoir, soit par mépris de ce qui l'entourait, soit par regret de quelque chimère absente. Longtemps on avait cru qu'elle finirait par embrasser la vie religieuse. À 20 ans, on lui voyait de la répugnance à aller au bal, et si elle y suivait son père, ce n'était que par obéissance et pour ne pas nuire aux intérêts de son ambition. « Il me sera donc impossible, répétait trop souvent l'âme vulgaire du général. Le ciel m'ayant donné pour fille la plus belle personne des États de notre souverain et la plus vertueuse, d'en tirer quelque parti pour l'avancement de ma fortune. Ma vie est trop isolée, je n'ai qu'elle au monde, et il me faut de toute nécessité une famille qui m'était dans le monde, et qui me donne un certain nombre de salons où mon mérite et surtout mon aptitude au ministère soient posés comme base inattaquable de tout raisonnement politique. Eh bien, ma fille si belle, si sage, si pieuse, prend de l'humeur dès qu'un jeune homme bien établi à la cour entreprend de lui faire agréer ses hommages. Ce prétendant est-il conduit, son caractère devient moins sombre, et je la vois presque gaie, jusqu'à ce qu'un autre épouseur se mette sur les rangs. Le plus bel homme de la cour, le comte Baldi, s'est présenté et a déplu. L'homme le plus riche des États de son Altesse, le marquis Crescenzi, lui a succédé. Elle prétend qu'il ferait son malheur. Décidément, disait d'autrefois le général, les yeux de ma fille sont plus beaux que ceux de la duchesse, en cela surtout, qu'en de rares occasions ils sont susceptibles d'une expression plus profonde. Mais cette expression magnifique, quand est-ce qu'on la lui voit ? Jamais dans un salon où elle pourrait lui faire honneur, mais bien à la promenade, seule avec moi, où elle se laissera attendrir, par exemple, par le malheur de quelque manant hideux. Conserve quelques souvenirs de ce regard sublime, lui dis-je quelquefois, pour les salons où nous paraîtrons ce soir. Point.
Daigne-t-elle me suivre dans le monde, sa figure noble et pure offre l'expression assez hautaine et peu encourageante de l'obéissance passive. » Le général n'épargnait aucune démarche, comme on voit, pour se trouver un gendre convenable, mais il disait vrai. Les courtisans, qui n'ont rien à regarder dans leur âme, sont attentifs à tout. Ils avaient remarqué que c'était surtout dans ces jours où Clélia ne pouvait prendre sur elle de s'élancer hors de ses chères rêveries et de feindre de l'intérêt pour quelque chose, que la duchesse aimait à s'arrêter auprès d'elle et cherchait à la faire parler. Clélia avait des cheveux blonds cendrés, se détachant, par un effet très doux, sur des joues d'un coloris fin, mais en général un peu trop pâles. La forme seule du front eût pu annoncer à un observateur attentif que cet air si noble, cette démarche tellement au-dessus des grâces vulgaires, tenait à une profonde incurie pour tout ce qui est vulgaire. C'était l'absence, et non pas l'impossibilité de l'intérêt pour quelque chose. Depuis que son père était gouverneur de la citadelle, Clélia se trouvait heureuse, ou du moins exempte de chagrin, dans son appartement si élevé. Le nombre effroyable de marches qu'il fallait monter pour arriver à ce palais du gouverneur, situé sur l'esplanade de la grosse tour, éloignait les visites ennuyeuses, et Clélia, par cette raison matérielle, jouissait de la liberté du couvent. C'était presque là tout l'idéal de bonheur que, dans un temps, elle avait songé à demander à la vie religieuse. Elle était saisie d'une sorte d'horreur à la seule pensée de mettre sa chère solitude et ses pensées intimes à la disposition d'un jeune homme que le titre de mari autoriserait à troubler toute cette vie intérieure. Si par la solitude elle n'atteignait pas au bonheur, du moins elle était parvenue à éviter les sensations trop douloureuses. Le jour où Fabrice fut conduit à la forteresse, la duchesse rencontra Clélia à la soirée du ministre de l'Intérieur, comte Zurla. Tout le monde faisait cercle autour d'elle. Ce soir-là, la beauté de Clélia l'emportait sur celle de la duchesse. Les yeux de la jeune fille avaient une expression si singulière et si profonde qu'ils en étaient presque indiscrets. Il y avait de la pitié. Il y avait aussi de l'indignation et de la colère dans ses regards. La gaieté et les idées brillantes de la duchesse semblaient jeter Clélia dans des moments de douleur allant jusqu'à l'horreur. « Quels vont être les cris et les gémissements de la pauvre femme, se disait-elle, lorsqu'elle va savoir que son amant, ce jeune homme d'un si grand cœur et d'une physionomie si noble, vient d'être jeté en prison. Et ces regards du souverain qui le condamne à mort. Oh, pouvoir absolu, quand cesseras-tu de peser sur l'Italie? Ô âme vénale et basse, et je suis fille d'un geôlier, et je n'ai point démenti ce noble caractère en ne daignant pas répondre à Fabrice. Et autrefois, il fut mon bienfaiteur. Que pense-t-il de moi à cette heure, seul dans sa chambre et en tête-à-tête avec sa petite lampe? Révoltée par cette idée, Clélia jetait des regards d'horreur sur la magnifique illumination des salons du ministre de l'Intérieur. Jamais, se disait-on dans le cercle de courtisans qui se formait autour des deux beautés à la mode, et qui cherchaient à se mêler à leur conversation, jamais elles ne se sont parlé d'un air si animé et en même temps si intime. La duchesse, toujours attentive à conjurer les haines excitées par le Premier ministre, aurait-elle songé à quelque grand mariage en faveur de la Clélia? Cette conjecture était appuyée sur une circonstance qui jusque-là ne s'était jamais présentée à l'observation de la cour. Les yeux de la jeune fille avaient plus de feu, et même, si l'on peut ainsi dire, plus de passion que ceux de la belle duchesse. Celle-ci, de son côté, était étonnée, et l'on peut dire à sa gloire, ravie des grâces si nouvelles qu'elle découvrait dans la jeune solitaire. Depuis 1 heure, elle la regardait avec un plaisir assez rarement senti à la vue d'une rivale. « Mais que se passe-t-il donc ?» se demandait la duchesse. « Jamais Clélia n'a été aussi belle, et l'on peut dire aussi touchante. Son cœur aurait-il parlé? Mais en ce cas-là, certes, c'est de l'amour malheureux. Il y a de la sombre douleur au fond de cette animation si nouvelle, mais l'amour malheureux se tait. S'agirait-il de ramener un inconstant par un succès dans le monde?
et la duchesse regardait avec attention les jeunes gens qui les environnaient. Elle ne voyait nulle part d'expression singulière, c'était toujours de la fatuité plus ou moins contente. « Mais il y a du miracle ici, » se disait la duchesse, piquée de ne pas deviner. « Où est le comte Mosca, cet être si fin ? Non, je ne me trompe point, Clélia me regarde avec attention, et comme si j'étais pour elle l'objet d'un intérêt tout nouveau. Est-ce l'effet de quelque ordre donné par son père, ce vil courtisan ? Je croyais cette âme noble et jeune, incapable de se ravaler à des intérêts d'argent. Le général Fabio Conti aurait-il quelque demande décisive à faire au comte ? Vers les 10 heures, un ami de la duchesse s'approcha et lui dit 2 mots à voix basse. Elle pâlit excessivement. Clélia lui prit la main et osa la lui serrer. « Je vous remercie, et je vous comprends maintenant. »« Vous avez une belle âme, » dit la duchesse, faisant effort sur elle-même. Elle eut à peine la force de prononcer ce peu de mots. Elle adressa beaucoup de sourires à la maîtresse de la maison qui se leva pour l'accompagner jusqu'à la porte du dernier salon. Ces honneurs n'étaient dus qu'à des princesses de sang et faisaient pour la duchesse un cruel contresens avec sa position présente. Aussi, elle sourit beaucoup à la comtesse Zurla, mais malgré des efforts inouïs, ne put jamais lui adresser un seul mot. Les yeux de Clélia se remplirent de larmes en voyant passer la duchesse au milieu de ces salons peuplés, alors de ce qu'il y avait de plus brillant dans la société. « Que va devenir cette pauvre femme, se dit-elle, quand elle se trouvera seule dans sa voiture ? Ce serait une indiscrétion à moi de m'offrir pour l'accompagner. Je n'ose. Combien le pauvre prisonnier, assis dans quelque affreuse chambre, tête à tête avec sa petite lampe, serait consolé pourtant s'il savait qu'il est aimé à ce point. Quelle solitude affreuse que celle dans laquelle on l'a plongé. Et nous sommes ici, dans ces salons si brillants. Quelle horreur! Y aurait-il un moyen de lui faire parvenir un mot ? Grand Dieu, ce serait trahir mon père. Sa situation est si délicate entre les 2 parties. Que devient-il s'il s'expose à la haine passionnée de la duchesse qui dispose de la volonté du Premier ministre, lequel est le maître dans les 3/4 des affaires ? D'un autre côté, le prince s'occupe sans cesse de ce qui se passe à la forteresse, et il n'entend pas raillerie sur ce sujet. La peur rend cruelle. Dans tous les cas, Fabrice, Clélia ne disait plus « Monsieur Del Dongo », est bien autrement à plaindre. Il s'agit pour lui de bien autre chose que du danger de perdre une place lucrative. Et la duchesse, quelle horrible passion que l'amour. Et cependant, tous ces menteurs du monde en parlent comme d'une source de bonheur. On plaint les femmes âgées parce qu'elles ne peuvent plus ressentir ou inspirer de l'amour. Jamais je n'oublierai ce que je viens de voir. Quel changement subit! Comme les yeux de la duchesse, si beaux, si radieux, sont devenus mornes, éteints, après le mot fatal que le marquis N est venu lui dire. Il faut que Fabrice soit bien digne d'être aimé. Au milieu de ces réflexions fort sérieuses et qui occupaient toute l'âme de Clélia, les propos complimenteurs qui l'entouraient toujours lui semblèrent plus désagréables encore que de coutume. Pour s'en délivrer, elle s'approcha d'une fenêtre ouverte et à demi voilée par un rideau de taffetas. Elle espérait que personne n'aurait la hardiesse de la suivre dans cette sorte de retraite. Cette fenêtre donnait sur un petit bois d'oranger en pleine terre. À la vérité, chaque hiver, on était obligé de les recouvrir d'un toit. Clélia respirait avec délice le parfum de ces fleurs, et ce plaisir semblait rendre un peu de calme à son âme. « Je lui ai trouvé l'air fort noble, pensa-t-elle, mais inspirer une telle passion à une femme si distinguée. Elle a eu la gloire de refuser les hommages du prince, et si elle eût daigné le vouloir, elle eût été la reine de ses états. Mon père dit que la passion du souverain allait jusqu'à l'épouser, si jamais il fût devenu libre. Et cet amour pour Fabrice dure depuis si longtemps, car il y a bien 5 ans que nous les rencontrâmes près du lac de Caume. Oui, il y a 5 ans, se dit-elle après un instant de réflexion.
J'en fus frappée même alors, où tant de choses passaient inaperçues devant mes yeux d'enfant. Comme ces deux dames semblaient admirer Fabrice. Clélia remarqua avec joie qu'aucun des jeunes gens qui lui parlaient avec tant d'empressement n'avait osé se rapprocher du balcon. L'un d'eux, le marquis Crescenzi, avait fait quelques pas dans ce sens, puis s'était arrêté auprès d'une table de jeu. « Si au moins, se disait-elle, sous ma petite fenêtre du palais de la forteresse, la seule qui ait de l'ombre, j'avais la vue de jolis orangers tels que ceux-ci, mes idées seraient moins tristes. Mais pour toute perspective, les énormes pierres de taille de la tour Farnèse. Ah, s'écria-t-elle en faisant un mouvement, c'est peut-être là qu'on l'aura placé. Qu'il me tarde de pouvoir parler à Don Césarée. Il sera moins sévère que le général. Mon père ne me dira rien certainement en rentrant à la forteresse. Mais je saurai tout par Don Césarée. J'ai de l'argent. Je pourrais acheter quelques orangers qui, placés sous la fenêtre de ma volière, m'empêcheraient de voir ce gros mur de la tour Farnèse. Combien il va m'être plus odieux encore, maintenant que je connais l'une des personnes qu'il cache à la lumière. Oui, c'est bien la 3e fois que je l'ai vu. Une fois à la cour, au bal du jour de naissance de la princesse. Aujourd'hui, entouré de 3 gendarmes, pendant que cette horrible Barbonne sollicitait les menottes contre lui. Et enfin, près du lac de Caume. Il y a bien 5 ans de cela. Quel air de mauvais garnement il avait alors. Quels yeux il faisait aux gendarmes, et quel regard singulier sa mère et sa tante lui adressaient. Certainement, il y avait ce jour-là quelque secret, quelque chose de particulier entre eux. Dans le temps, j'eus l'idée que lui aussi avait peur des gendarmes. Clélia tressaillit. Mais que j'étais ignorante. Sans doute, déjà dans ce temps, la duchesse avait de l'intérêt pour lui. Comme il nous fit rire au bout de quelques moments, quand ces dames, malgré leurs préoccupations évidentes, se furent un peu accoutumées à la présence d'une étrangère. Et ce soir, j'ai pu ne pas répondre aux mots qu'il m'a adressés. Oh, ignorance et timidité! Combien souvent vous ressemblez à ce qu'il y a de plus noir. Et je suis ainsi à 20 ans passés. J'avais bien raison de songer au cloître. Réellement, je ne suis faite que pour la retraite. Digne fille d'un geôlier, se sera-t-il dit. Il me méprise. Et dès qu'il pourra écrire à la duchesse, il parlera de mon manque d'égard, et la duchesse me croira une petite fille bien fausse. Car enfin, ce soir, elle a pu me croire remplie de sensibilité pour son malheur. Clélia s'aperçut que quelqu'un s'approchait, et apparemment dans le dessein de se placer à côté d'elle, au balcon de fer de cette fenêtre. Elle en fut contrariée, quoiqu'elle se fît des reproches. Les rêveries auxquelles on l'arrachait n'étaient point sans quelque douceur. « Voilà un importun que je vais joliment recevoir, » pensa-t-elle. Elle tournait la tête avec un regard altier lorsqu'elle aperçut la figure timide de l'archevêque qui s'approchait du balcon par de petits mouvements insensibles. « Ce saint homme n'a point d'usage, » pensa Clélia. « Pourquoi venir troubler une pauvre fille telle que moi ? Ma tranquillité est tout ce que je possède. » Elle le saluait avec respect, mais aussi d'un air hautain, lorsque le prélat lui dit « Mademoiselle, savez-vous l'horrible nouvelle ?» Les yeux de la jeune fille avaient déjà pris une toute autre expression, mais suivant les instructions 100 fois répétées de son père, elle répondit avec un air d'ignorance que le langage de ses yeux contredisait hautement. « Je n'ai rien appris, monseigneur. »« Mon premier grand vicaire, le pauvre Fabrice del Dongo, qui est coupable comme moi de la mort de ce brigand de Giletti, a été enlevé à Bologne, où il vivait sous le nom supposé de Joseph Bossi. On l'a enfermé dans votre citadelle. Il y est arrivé enchaîné à la voiture même qui le portait. Une sorte de geôlier nommé Barbonne, qui jadis eut sa grâce après avoir assassiné un de ses frères, a voulu faire éprouver une violence personnelle à Fabrice. Mais mon jeune ami n'est point homme à souffrir une insulte. Il a jeté à ses pieds son infâme adversaire, sur quoi on l'a descendu dans un cachot à 20 pieds sous terre, après lui avoir mis les menottes. « Les menottes, non. »« Ah, vous savez quelque chose !» s'écria l'archevêque, et les traits du vieillard perdirent de leur profonde expression de découragement. « Mais
Avant tout, on peut approcher de ce balcon et nous interrompre. Seriez-vous assez charitable pour remettre vous-même à don Césarée mon anneau pastoral que voici ?» La jeune fille avait pris l'anneau, mais ne savait où le placer pour ne pas courir la chance de le perdre. « Mettez-le au pouce, » dit l'archevêque, et il le plaça lui-même. « Puis-je compter que vous remettrez cet anneau ?»« Oui, monseigneur. » « Voulez-vous me promettre le secret sur ce que je vais ajouter, même dans le cas où vous ne trouveriez pas convenable d'accéder à ma demande ?»« Mais oui, monseigneur, » répondit la jeune fille toute tremblante en voyant l'air sombre et sérieux que le vieillard avait pris tout à coup. « Notre respectable archevêque, » ajouta-t-elle, « ne peut que me donner des ordres dignes de lui et de moi. »« Dites à don Césarée que je lui recommande mon fils adoptif. Je sais que les sbires qui l'ont enlevé ne lui ont pas donné le temps de prendre son bréviaire. Je prie don Césarée de lui faire tenir le sien, et si monsieur votre oncle veut envoyer demain à l'archevêché, je me charge de remplacer le livre par lui donné à Fabrice. Je prie don Césarée de faire tenir également l'anneau que porte cette jolie main à monsieur del Dongo. » L'archevêque fut interrompu par le général Fabio Conti, qui venait prendre sa fille pour la conduire à sa voiture. Il y eut là un petit moment de conversation qui ne fut pas dépourvu d'adresse de la part du prélat. Sans parler en aucune façon du nouveau prisonnier, il s'arrangea de façon à ce que le courant du discours pût amener convenablement dans sa bouche certaines maximes morales et politiques. Par exemple, il y a des moments de crise dans la vie des cours qui décident pour longtemps de l'existence des plus grands personnages. Il y aurait une imprudence notable à changer en haine personnelle l'état d'éloignement politique qui est souvent le résultat fort simple de positions opposées. L'archevêque, se laissant un peu emporter par le profond chagrin que lui causait une arrestation si imprévue, alla jusqu'à dire qu'il fallait assurément conserver les positions dont on jouissait, mais qu'il y aurait une imprudence bien gratuite à s'attirer pour la suite des haines furibondes en se prêtant à de certaines choses que l'on n'oublie point. Quand le général fut dans son carrosse avec sa fille, « Ceci peut s'appeler des menaces, » lui dit-il. « Des menaces à un homme de ma sorte !» Il n'y eut pas d'autres paroles échangées entre le père et la fille pendant 20 minutes. En recevant l'anneau pastoral de l'archevêque, Clélia s'était bien promis de parler à son père, lorsqu'elle serait en voiture, du petit service que le prélat lui demandait. Mais, après le mot « menace » prononcé avec colère, elle se tint pour assurer que son père intercepterait la commission. Elle recouvrait cet anneau de la main gauche et le serrait avec passion. Durant tout le temps que l'on mit pour aller du ministère de l'Intérieur à la citadelle, elle se demanda s'il serait criminel à elle de ne pas parler à son père. Elle était fort pieuse, fort timorée, et son cœur, si tranquille d'ordinaire, battait avec une violence inaccoutumée. Mais enfin, le qui-vive de la sentinelle placée sur le rempart au-dessus de la porte retentit à l'approche de la voiture, avant que Clélia eût trouvé les termes convenables pour disposer son père à ne pas refuser, tant elle avait peur d'être refusée. En montant les 360 marches qui conduisaient au palais du gouverneur, Clélia ne trouva rien. Elle se hâta de parler à son oncle, qui la gronda et refusa de se prêter à rien.